avant qu'on touche un adénome hypophysaire, je discute toujours avec mes amis, professeur Ansari et professeur Mghari, avant de toucher le patient. Et là, pour introduire et vous dire que nous, en tant que neurochirurgiens, nous avons besoin de vous, en tant qu'endocrinologue, pour poser l'indication. On n'est pas apte, et je vais la redire encore une fois, peut-être que ça va pas plaire à plusieurs neurochirurgiens, mais il faut, avant d'opérer un patient, un adénome hypophysaire, il faut discuter et prendre la décision de façon multidisciplinaire, et c'est le seul garant, et je pèse bien mes mots, c'est le seul garant pour qu'on puisse avoir et espérer un bon résultat, parce que ce n'est pas une pathologie, je dirais, qui est facile, et il est difficile. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans un environnement anatomique qui n'est pas habituel, qui est riche en éléments vasculo-nerveux, comme on voit ici sur une coupe cadavérique axiale, où on voit la base du crâne et on voit la région cellaire au centre. Elle a des rapports intimes avec le chiasma optique, et puis latéralement avec les deux sinus caverneux, où passe la carotide interne et les nerfs oculomoteurs. Sur cette coupe coronale, on voit l'hypophyse, on voit la tige pituitaire et puis la région hypothalamique, et on voit un peu médialement le troisième ventricule et le quatrième ventricule et le parenchyme cérébral. Un élément très important que je voudrais vous montrer sur cette coupe coronale, que nous avons en bas un sinus pneumatique, d'ailleurs, qui sert comme point de départ pour notre chirurgie. Ça ne remonte pas à quelques années auparavant, mais c'est plutôt à des décennies. Cette conception d'opérer la région hypophysaire remonte bel et bien au XIXe siècle. Il y avait plusieurs tentatives, mais c'est échoué parce qu'il n'y avait pas l'endoscopie en elle-même n'était pas développée. Il y avait les ingénieurs qui étaient encore en train de travailler pour concevoir un concept de visibilité très net, et aussi parce que le microscope n'était pas aussi développé. Mais on peut parler de chirurgie hypophysaire à partir des années 60, où nous avons eu quelques pionniers de la chirurgie hypophysaire, Dott, Guiot, d'ailleurs, qui était le fondateur du service de neurochirurgie de l'hôpital Foch, et à partir des années 70, où on a commencé à parler de façon un peu académique de la région cellaire, de la chirurgie de la région cellaire, notamment pour les adénomes hypophysaires. Alors, lorsqu'on trouve une lésion, le plus souvent, ce malade, soit il peut venir chez nous pour une baisse de l'acuité, c'est-à-dire le circuit de recrutement des malades n'est pas codifié. C'est soit des malades qui peuvent venir via une consultation d'ophtalmo, consultation endocrino, consultation de généraliste, c'est-à-dire que les biais de recrutement, ils sont divers. Mais le plus souvent, c'est-à-dire la chose commune entre tous ces biais de recrutement, c'est que nous avons une lésion qui est découverte sur un scanner, peut-être sur une IRM d'emblée, mais quel que soit le réflexe d'ailleurs que nous étudions, que nous calquons à tous nos internes résidents et étudiants, c'est qu'il faut, devant toute lésion hypophysaire, demander un bilan hormonal, vous le maîtrisez bien, et puis un examen ophtalmo avec mesure des champs visuels, et troisièmement, et j'insiste sur troisièmement, une IRM de bonne qualité. On n'a pas le droit d'opérer sur un scanner. Par moment, on peut joindre les deux. Pourquoi? Parce qu'on peut faire une IRM, on perçoit une lésion cellaire qui est érosive. Et quand je dis érosive, c'est-à-dire qu'elle touche l'os. Et à ce moment, l'IRM n'a pas une performance équivalente au scanner. À ce moment-là, la TDM peut être comme complément pour avoir une bonne analyse radiologique et anatomoradiologique. Nous rencontrons dans la vie quotidienne, dans notre pratique, plusieurs entités anatomopathologiques. Le cas qui nous fait chaud au cœur, qui nous impressionne, qui nous prévient un peu de la facilité du geste chirurgical, c'est lorsqu'on a
un adénome avec une expansion cellaire ou bien un adénome avec une expansion cellaire mais qui reste médiane. À ce moment-là, ça nous réconforte et il peut nous aider à prédire le caractère un peu total de l'exérèse chirurgicale. Ce n'est pas toujours le cas. On peut trouver d'autres situations où nous avons cette extension cellaire qui est latérale, c'est-à-dire qu'elle envahit le sinus caverneux. Et un signe radiologique, je pense que nos amis radiologiques sont plus habilités à le dire, que le repère, c'est que lorsque la carotide elle est entourée en totalité avec un tissu adénomateur. À ce moment-là, on dit qu'on est bel et bien devant une lésion cellaire qui envahit le sinus caverneux. D'autres situations où on a, qui sont plus faciles, où on a l'extension pas en haut, mais plutôt en bas, c'est-à-dire vers le sinus sphénoïdal, qui est un sinus pneumatique. Et là, une fois nous ouvrons le rostre vomérien, à ce moment-là, nous aurons la chute et la détente de l'adénome. Alors, une situation un peu qui est plus difficile, c'est lorsqu'on a une extension supracellaire, mais qui est sous-frontale. C'est-à-dire que la lésion passe entre le parenchyme et la base. Par un moment, on peut avoir une extension postérieure, où on voit ici les pédoncules cérébraux, au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Par un moment, on peut trouver du tout, extension latérale, sinus caverneux envahi. Nous voyons que la carotide elle est prise en totalité. Une situation encore difficile où nous voyons l'adénome avec une extension vers le canal optique et vers la région temporale avec un envahissement complet du sinus caverneux. Et c'est des malades qui viennent avec des symptomatologies qui sont très riches. D'autres situations où on a la tumeur, elle est partiellement nécrotique, où on peut avoir une composante hémorragique, ou bien par moment on peut avoir une apoplexie hémorragique avec un tissu qui se transforme en sang. Pour vous dire que toutes les variantes anatomopathologiques sont possibles et que ce n'est pas toujours une chirurgie habituelle où on peut sortir et dire à nos amis endocrinologues « oui, c'est réussi » ou bien « nous avons pu faire une exérèse complète ». Non, ce n'est pas toujours le cas, c'est difficile, d'où l'intérêt de discuter avant. Avec nos amis endocrinologues pour déposer une charte ou bien une stratégie chirurgicale et avec la famille, parce que parfois les attentes de la famille dépassent de loin ce que nous pourrions leur proposer. Alors, au terme de l'analyse anatomoradiologique, on est capable de dire que la taille, comment elle est, les extensions possibles. Je vois que j'ai 30 minutes, n'est-ce pas? J'ai parlé trop. Ah, d'accord. Je ne dois pas m'oublier parce que j'ai trop de choses à dire. Et puis, les éléments qui sont très importants, c'est préciser la taille. S'il y a une existence d'une transformation hémorragique ou non, le collet, c'est un élément important. Et quand je dis ici collet, c'est-à-dire cette union entre l'extension cellaire et supracellaire, le degré de pneumatisation du sinus sphénoïdal, et aussi, on doit chercher les autres diagnostics différentiels en fonction du caractère lors de l'IRM et, si besoin est, du scanner. Alors, et bien sûr, le bilan biologique. Au terme de cette analyse qu'on fait en staff, nous pourrions à ce moment-là prévoir la stratégie chirurgicale, prévenir les éventuelles complications et les difficultés péropératoires que nous allons confronter. Alors, la préparation, je vais rapidement sauter pour dire qu'avant de l'opérer, bien sûr, il y a une étape où nos patients partent en endocrino à l'hôpital Razi pour se faire un peu soi-disant, une correction d'une insuffisance antéhypophysaire auparavant. Nous partons parfois chez eux, parfois ils viennent chez nous pour discuter qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Et à ce moment-là, le patient revient. Il y a une visite pré-anesthésique qui est très capitale qu'on doit faire. Et à ce moment-là, déjà au staff, nous allons identifier quel abord nous allons choisir. Est-ce que c'est un abord
intracrânienne, c'est-à-dire nous allons ouvrir la boîte crânienne et passer en bas, ou bien la voie que nous espérons et que nous jugeons un peu moins agressive et plus rentable, c'est la voie transphénoïdale. Et quand je dis la voie transphénoïdale, c'est soit la voie sous-labiale, c'est-à-dire on incise la gencive, soit la voie endoscopique endonasale. Alors, la différence entre les deux, c'est que pour la voie transphénoïdale sous-labiale, nous aurons besoin à inciser la gencive et à utiliser le microscope. Mais nous aurons une visibilité qui est très limitée. Comme vous voyez, il y a un spéculum, d'autant plus qu'il y aura des douleurs par la suite que peut accuser le malade par la suite, notamment les algies dentaires ou autres. La voie endoscopique, elle nécessite un endoscope, et maintenant nous avons, avec la technologie de l'endoscopie, on peut se doter de neuro-endoscope 3D comme ce qu'on a eu au service du VETOM de l'exoscope, c'est-à-dire que le développement de la technologie, surtout chez Storz, a pu offrir aux chirurgiens beaucoup de visibilité et de contrôle d'une grande superficie. Et à ce moment-là, nous aurons toute l'exploration qui sera concentrée sur la région cellaire et supracellaire. C'est des patients qu'on met en position transatlantique avec un amplificateur au début. Vous savez tous qu'il y a toujours une courbe d'apprentissage. Au début, les repères anatomiques, on ne les maîtrise pas, et nous incitons à faire un contrôle par l'amplificateur de brillance, mais avec le temps, on s'habitue, mais on utilise impérativement l'amplificateur de brillance lorsqu'on a une extension cellaire latérale et à ce moment-là, on veut s'orienter par rapport à l'état supracellaire, ou lorsque nous avons un patient multi-opéré et à ce moment, avec la fibrose, on a une anatomie qui n'est pas habituelle, qui est modifiée, alors il est recommandé de l'utiliser. Pardon ? Pour un mot avant, c'est que on fait une désinfection de la muqueuse la veille avec de la bétadine, et puis on utilise de la nafazoline pour avoir en préopératoire pour avoir une petite hémostase, parce que c'est une muqueuse qui est vascularisée par les branches de l'artère sphénopalatine, ça saignote, et on préfère le saignement gêne la visibilité endoscopique. Alors on aimerait bien travailler sur une muqueuse qui est bien préparée et qui est hémostatique. Et on utilise la mono ou bien la bipolaire. Je vais vous montrer, si le temps va le permettre, une petite séquence vidéo où nous allons voir un adénome. Ça marche pas? Le film? Oui. Très bien. Alors, on introduit... Est-ce qu'on peut le recommencer parce qu'on a raté une étape? J'ai mis le départ. Il y a le vidéo du film. C'est... Merci. Alors, c'est une préparation, ce n'est pas aussi rapide, mais on a accéléré pour pouvoir faire vite. On repère le cavum. Ici, c'est l'ostéum sphénoïdal. Et puis, on fait une incision à ce niveau-là avec une monopolaire qui est engainée pour protéger la diffusion de la chaleur. Une fois nous avons incisé, nous aurons une exposition du rostre vomérien, qui est la partie antérieure du sinus sphénoïdal, qu'on va luxer par rapport à la muqueuse. Une fois nous avons réalisé ça, on essaie de décoller. Nous aurons de petits saignements que nous allons contrôler au fur et à mesure par le système de rinçage. Nous allons enlever, mais on garde ce taquet. Ce bout du rostre vomérien, on va le remettre en place par la suite. Nous aurons une exposition de la muqueuse sphénoïdale. Et une fois on est à l'intérieur, nous allons repérer le plancher de la selle turcique. Et ce temps, il est très important pour préparer la région où on va travailler.
avec un ciseau à os, nous allons un peu fragiliser le plancher, introduire avec notre Kerrison pour partir, mais non, les limites latérales, c'est le relief de la carotide, c'est des limites endoscopiques pour dire on est arrivé au sinus caverneux. Nous ouvrons bien sûr la dure mère et nous n'avons pas de plan arachnoïdien. De ce fait, nous aurons l'exposition de l'adénome que nous allons cureter au fur et à mesure avec des curettes qui sont trouées pour ne pas blesser l'hypophyse normale. Alors, il faut partir doucement, pas de gestes violents, il faut contrôler ces mouvements parce qu'il faut opérer le malade et nous avons vu que c'est une zone qui est très riche. Le malade peut, en post-opératoire, avoir une ophtalmoplégie si on travaille latéralement. Il faut décoller à l'aide de la curette et utiliser pince à biopsie. Une fois nous avons terminé, regardez, c'est la glande hypophysaire normale. Ici, c'est le plancher de la selle turcique et le diaphragme, il est resté en haut parce qu'on ne l'a pas ouvert et on n'était pas obligé de le faire parce que c'est un adénome enclos. C'est les cas qui sont très bien à opérer, les cas relativement faciles. On met un surgicel à la place pour une hémostase et on remet le taquet que nous avons utilisé au début, ce taquet qui va nous servir à reconstituer la selle turcique parce qu'on espère revenir par la suite pour une reprise chirurgicale. Et là, je dois revenir à ma présentation. Pardon. Alors, en récapitulatif, c'est ça la visibilité ou bien ce qu'on va voir. Les reliefs, le plancher de la selle turcique. Lorsqu'on ouvre, on va voir la glande hypophysaire normale. Et ici, c'est-à-dire la paroi latérale du sinus. Une autre visibilité qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on enlève, si on introduit le 30 degrés, parce qu'on travaille avec le 0 degré comme optique, mais lorsqu'on travaille avec le 30 degrés, c'est-à-dire que nous aurons un trajet de l'optique comme ça, mais on aura des renseignements un peu de l'étage supracellaire et on voit le diaphragme cellaire avec la glande hypophysaire. Et ce diaphragme cellaire, normalement, on doit vérifier s'il est intact. S'il est fissuré, c'est qu'on aura par la suite du SR qui va venir de l'état supracellaire et c'est les situations où on va avoir une rhinorrhée post-opératoire qui est l'une des complications de cette chirurgie. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on travaille à travers une seule narine, une petite fosse nasale avec une seule une petite fosse. Et à ce moment-là, nous avons une mauvaise information tactile parce qu'on travaille en doigt, mais c'est une maniabilité, c'est un gestuel qu'il faut adopter par la suite. Alors, sur le plan pratique, la durée de l'intervention pour un adénome enclos, c'est entre 30 et 60 degrés, plutôt 30 et 60 minutes. Si on fait les extensions supracellaires, à ce moment-là, on fait plus de temps, mais le temps, c'est pas un élément à prendre en considération. Par contre, il faut faire les choses avec une bonne précision. La durée d'hospitalisation, on les garde 3 jours et puis par la suite, entre 2 et 3 jours par la suite, ils sont rétransférés en endocrino. Ils sont vus et je peux vous assurer que ce qui me réconforte, c'est que lorsqu'on opère, je sens un soulagement psychologique parce que je sais que juste en post-opératoire, nous aurons nos amis, l'équipe d'endocrinologie de l'hôpital Razi, qui va venir, qui va assurer la relève. De ce fait, on gère le post-op qui est très important, le post-op endocrinien qui est très important à faire. Alors, mettre la mèche ou non, c'est en fonction de ce qu'on a constaté, est-ce qu'il y avait un saignement ou non. Et puis, la surveillance, bien sûr, habituelle, qui est classique à toute chirurgie. Alors, les limites de
la voie transphénoïdale, c'est lorsqu'on a un contenu intracellaire qui est épais, et vous avez vu la procédure, on ne doit pas trop tirer, parce que trop tirer, c'est tirer sur l'hypophyse, la tige et l'hypothalamus, c'est la catastrophe post-opératoire, et d'ailleurs ce genre de patient, il décède sur la table opératoire. Et regardez, lorsqu'on veut travailler en supracellaire, notre visibilité, elle est là, et on utilise des instruments un peu parfois de façon aléatoire, parce que même dans les cas un peu où nous utilisons le caméléon que nous avons maintenant, on a une visibilité entre 0 et 180 degrés, mais on reste un peu limité. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention. Et là, c'est un exemple, ce patient avec un post-opératoire où on voit l'exérèse complète de l'adénome. Les qualités de l'exérèse sont en fonction de l'anatomie. Si on a une bonne anatomie, c'est un confort chirurgical, sinon c'est difficile. Le volume, s'il est clos, holocellaire, c'est bien. S'il est en supracellaire, médian, c'est parfait. Par contre, dans les cas un peu d'extension latérale, c'est très difficile. La consistance, quand il est mou, ça nous aide, ça descend. Quand il est fibreux, c'est difficile à disséquer, et c'est là où on commence à voir un peu beaucoup de saignement. Le saignement gèle la visibilité, l'ambiance au bloc devient un peu désagréable, et on essaie un peu de faire et l'hémostase et l'exérèse, et c'est des situations, mais c'est avec le temps où on commence à grandir dans cette chirurgie hypophysaire, à avoir plus confiance en soi et à gérer les situations de stress de façon plus zen. Alors, la visibilité de l'adénome, ça c'est pas pour les prolactinomes, mais c'est une entité lorsqu'on opère, comme ce qu'on voit pour la plupart des malades que nous prenons en charge. Il y a des micro-adénomes, des maladies de Cushing, où on voit pas très bien le micro-adénome, et lorsqu'on ouvre, on essaye de ne pas blesser la glande. Et bien sûr, chose qui doit être claire dans notre esprit, c'est qu'on n'est jamais né un chirurgien de l'hypophyse. On commence, on doit apprendre, on doit partir pour être formé, revenir, commencer par les cas qui sont faciles. Petit à petit, on va apprendre à faire le plus difficile. Alors, pour la mortalité globale, elle est à 0,9%. On peut dire que dans notre série où on prend en charge ensemble les malades, on est à peu près pour les adénomes, mais pour il y a d'autres patients, les craniopharyngiomes, les tumeurs cellaires, l'essentiel toutes les lésions cellaires. Nous avons eu 3 décès, et moi je me rappelle l'un des décès, d'ailleurs c'est ce que je vous dis, c'est que lorsqu'on manipule l'espace supracellaire, où on tracte de façon très forte sur le tissu sans le disséquer, il y a des décollements hypothalamiques, et le décollement hypothalamique, il est mortel. C'est la réflexion, si un malade ne se réveille pas en post-opératoire, c'est un peu désagréable pour nous tous, parce que le plus souvent, c'est des tableaux où on n'a pas de déficit, mais on a une symptomatologie plutôt visuelle, et on se dit, nous allons perdre un malade pour une chirurgie que nous avons espéré. Khalid, j'ai eu les organisateurs, tu as un peu le temps. Donc tu as un peu le temps, donc tu peux déborder un peu. Ah d'accord, merci. Parce que, donc la cérémonie d'ouverture est un peu retardée. D'accord, okay, merci beaucoup. Alors, je reviens. Très bien, merci. Avec le stress que j'ai eu, je mérite quand même 5 minutes de plus. Nous avons brûlé 3 feux. 3 feux. Heureusement que j'ai un ami, un résident qui conduit. Nous avons brûlé 3 feux. Et j'avais 2 images de professeur Ansari, professeur Mrari, et je me disais, je vais perdre mes 2 amis agréables ce jour. Alors, je mérite, mais... Et nous n'avons pas bu le café d'aujourd'hui, hein. Alors, pour vous dire que la mortalité, et c'est vrai, la mortalité, moi je me rappelle d'ailleurs, nous avons discuté sur les 3 cas. Un cas, ça survient, ces accidents de mortalité post-opératoire, ça survient avec les malades qui ont des extensions supracellaires. Et je ne vous cache pas, nous avons un sentiment lorsqu'on opère de vouloir faire trop. Et je pense que par moment, on doit se dire, il faut s'arrêter. Ça ne marche pas par cette voie. Lorsqu'on est un peu, on se laisse désirer par ce sentiment de vouloir faire l'exérèse complète, sur un constat qui n'est pas favorable, à ce moment-là, on est déjà dans le risque. Et lorsqu'on commence à décoller cette extension supracellaire, il faut guetter 3 choses. Une fois nous allons ouvrir l'espace supracellaire, c'est que cet accident grave de décoller l'hypothalamus, ou bien
léser ou blesser une récurrente de la communicante antérieure, alors dans tous les 3 scénarios méchants, le plus grave, c'est laisser le malade sur la table opératoire. Une autre chose, lorsqu'on a un diaphragme cellaire restrictif, plutôt constrictif, ou lorsqu'on a une tumeur à extension large, complexe, et une région cellaire qui est normale. Et on se dit, nous allons adopter une stratégie endoscopique endonasale transphénoïdale. Nous allons opérer le malade, on ouvre, la première étape, pas de problème, nous ouvrons la région cellaire, on repère par moment la glande hypophysaire et on ouvre volontairement le diaphragme. On introduit notre optique 30 degrés ou bien le camillon et à ce moment-là, nous avons un tissu qui fait peur parce qu'il est fibreux, il est extensif, il envahit tout. Et on dit, qu'allons-nous faire? Les gens qui n'ont pas le cavitran, le système cavitran facilite maintenant la tâche, on a un système d'aspiration à ultrasons, il permet d'aspirer sans déchirer. Et à ce moment-là, si on touche une artère, il ne va pas la blesser. L'autre alternative, dans le cas échéant, c'est utiliser les curettes. C'est des curettes de différentes tailles, mais une fois nous arrivons dans l'espace supracellaire et on commence à cureter, sachez qu'on ne voit plus rien, on ne voit pas parfaitement le tissu. Et à ce moment-là, en curetant, on peut cureter de façon imprudente, ou bien parce que les conditions climatiques ne sont pas favorables, le sang, le ramollissement, et on peut blesser une artère. Comment le connaître? Lorsqu'on a un débit et c'est visuel, c'est un sang artériel. À ce moment-là, ça ne sert à rien de continuer parce que vouloir continuer aggrave les choses. Il faut chercher à faire l'hémostase et à demander impérativement une angiographie post-opératoire parce que le plus souvent, les accidents qui arrivent, c'est que nous avons blessé la carotide et nous avons créé un pseudo-anévrisme. Le malade peut sortir, tout est bien, et puis vous allez entendre qu'un jour il est décédé parce que nous avons blessé la paroi et ce sang qui est sorti a colmaté et nous avons eu un sac qui n'est pas de bonne qualité, qui a colmaté pour une raison, toute hyperpression veineuse et il peut s'exploser. Les accidents liés à l'anesthésie sont rares parce que c'est une chirurgie qui n'est pas très longue. Nous n'avons pas d'accident hémorragique en péropératoire, sauf la qadrallah lorsqu'on touche une artère, où c'est la catastrophe. On est tellement stressé parce qu'on n'a pas une possibilité de s'élargir, pas comme lorsqu'on fait la voie intracrânienne où on peut élargir les champs, dire temporiser. Vous avez votre œil, c'est l'endoscope. Votre œil ne permettra jamais une bonne visibilité parce qu'il y a du sang. Le sang cache votre visibilité et puis par la suite, on s'arrête. Alors, la fuite de LCR, lorsqu'on la constate, on prépare le graft. On prépare déjà avant d'opérer le malade, lors de l'installation, on prépare l'abdomen ou bien la cuisse. Si on voit du liquide céphalorachidien qui sort, on prend la graisse parce qu'il a une possibilité de transformation et on le met avec de la colle biologique pour colmater. Alors, des situations où nous étions obligés d'ouvrir, ça c'est l'adénome, ça c'est en post-opératoire, on a une exérèse complète, et regardez de l'air, parce que lorsque vous ouvrez la région cellaire, l'air rentre à ce moment-là pour pallier à ce problème-là, une bonne réhydratation fera l'affaire. Alors, en conclusion, merci de m'avoir ajouté 8 minutes, c'est que pour vous dire, le message fort, et je l'ai vécu et je l'ai constaté. C'est si on veut développer et être efficace, c'est qu'il faut travailler de façon étroite. Le malheur que nous vivons maintenant, c'est que chacun travaille dans son coin. L'endocrinologue ne veut pas céder l'adénome. Le neurochirurgien se dit non, c'est moi qui dois poser l'indication. Et le perdant, c'est le patient. Pour qu'on puisse offrir à nos malades une bonne qualité de prise en charge de la pathologie hypophysaire, il nous faut un bon neuroradiologue, alhamdoulilah moujoudine. Deuxième chose, un staff où on est entouré et on se fixe des objectifs. 3,
expliquer au patient ce qu'on lui propose. Et 4, avoir un anatomopathologie performant. Et là, avec professeur Rice et professeur Belhabidia, alhamdoulilah, on n'a pas de problème. Et maintenant, je peux dire qu'on peut voir sur l'évolution. C'est qu'on est les mêmes personnes qui la font, on n'a pas eu de choses extraordinaires. Nous avons amélioré nos résultats parce qu'on s'assoit régulièrement pour discuter. Et on n'applique que ce que nous avons discuté. On est réconforté en péropératoire. Nos amis endocrinologues le sont aussi. Je pense que c'est les garants pour pouvoir assurer une bonne prise en charge. Et merci de nous avoir donné cette occasion en tant que neurochirurgien pour partager avec vous ce thème. Merci.